En 1967, une tragédie frappait le programme spatial américain, la mort de l'équipage d'Apollo 1. Aujourd'hui, nous revenons sur cette tragédie, une tragédie qui a permis de tirer des leçons et enfin pouvoir décrocher la Lune. Nous sommes le 25 mai 1961. Cela fait un mois et demi que Yuri Gagarin est revenu du tout premier vol d'un humain dans l'espace, et 20 jours à peine qu'un Américain, Alan Shepard, a lui aussi fait son vol spatial. Le président John Fitzgerald Kennedy se tient face au Congrès américain. Devant l'assistance, il annonce le début d'un projet qui paraît fou pour l'époque. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Ce projet paraît fou car au moment où Kennedy prononce ces mots, le programme spatial américain est loin derrière celui des soviétiques. Alors que les Russes font des vols orbitaux autour de la Terre, le programme Mercury américain ne permet que de faire des vols de 15 minutes. Il va donc falloir non seulement rattraper le retard technologique, mais inventer de nouvelles procédures, de nouvelles fusées et de nouveaux vaisseaux. Parmi les premiers astronautes américains, les Mercury 7, se trouve Gus Grissom. Il devient le second américain à voler dans l'espace le 21 juillet 1961 lors du vol Mercury Redstone 4. Le vol en lui-même se passe à merveille, mais alors qu'il amérit et que l'hélicoptère se prépare à attacher un câble à la capsule pour l'élitreuiller, les boulons explosifs de l'écoutille latérale de la capsule explosent. Les pilotes de l'hélicoptère voient alors Gus Grissom ramper hors de la capsule et plonger dans l'eau, tandis que celle-ci commence à lentement envahir la capsule. La combinaison de l'astronaute commence à se remplir et il a de plus en plus de mal à rester à la surface. L'hélicoptère, qui a reçu l'ordre de récupérer la capsule, abandonne, puisque celle-ci est maintenant remplie d'eau et donc trop lourde pour être soulevée. Gus Grissom, effrayé et sur le point de se noyer, est finalement secouru. S'ensuit une enquête pour déterminer pourquoi l'écoutille a sauté. Grissom est vite accusé d'avoir fait l'erreur, mais il assure qu'il n'y est pour rien. Le vol Mercury Redstone 4 de Grissom est le dernier vol utilisant une fusée Redstone avec la capsule Mercury. Il faut passer à la suite et faire des vols orbitaux autour de la Terre pour rattraper l'avance des soviétiques. On garde donc la même capsule et on la place sur la puissante fusée Atlas, et les vols orbitaux américains démarrent avec John Glenn. Peu de temps après, pour disculper Grissom, Walter Schirra, lors du troisième vol Mercury Atlas, déclenche volontairement l'écoutille explosive de sa capsule alors qu'elle est sur le porte-avions. Après examen, le déclenchement manuel de Schirra lui a laissé des blessures à la main, ce qui n'était pas le cas de Grissom, ce qui montre qu'il n'était pas responsable. La NASA continue de faire confiance à Grissom. Alors que le projet Mercury a validé les vols orbitaux, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Si on veut atteindre la Lune, il va falloir apprendre des procédures de rendez-vous, d'amarrage, les sorties spatiales et les vols à plusieurs. Le projet Gemini est fait pour ça. Grissom, accompagné de John Young, inaugure la première mission Gemini nommée Gemini 3. Le patch et le nom de la capsule, Molly Brown l'incoulable, fait référence à la dernière mission de Grissom qui avait mal tourné. Cette fois, le vol se déroule parfaitement. Les deux astronautes valident les manœuvres orbitales et une autre étape est franchie dans l'élaboration des futures missions Apollo. S'ensuit Gemini 4, cette fois avec Ed White et James McDevitt. Sur cette mission, Ed White devient le premier Américain à sortir dans l'espace quelques mois à peine après les Soviétiques. Les vols Gemini suivants continuent de valider les étapes nécessaires à Apollo avec les premiers rendez-vous et amarrages. En 67, les Américains se sentent donc prêts à faire les premiers tests des composants du programme Apollo. Après plusieurs vols non habités de fusée Saturne 1B, on met en place la mission AS-204 qui sera nommée bien plus tard Apollo 1. On choisit Gus Grissom, le vétéran, Ed White, premier marcheur spatial américain, et un nouveau venu, Roger Chaffee. Le but est d'envoyer ce premier équipage en orbite basse pour une mission de 2 semaines afin de valider le bon fonctionnement du module de commande et de service. Avant le vol, il faut faire des tests au sol de tous les composants et toutes les procédures. Le 27 janvier 1967, l'équipage s'apprête à entrer dans le module de commande pour ce qu'on appelle un plugs-out test. La capsule est sur la fusée, pressurisée, et les communications se font par radio comme s'ils étaient prêts à décoller. Le but est de simuler les conditions réelles et tester tous les systèmes et procédures, y compris les procédures d'évacuation d'urgence.
À 7h55 du matin, le test démarre. Les astronautes n'entrent dans la capsule qu'à 13h. Très vite, Gus Grissom rapporte une odeur désagréable provenant de l'arrivée d'oxygène de sa combinaison. Le temps d'enquêter sur la provenance de l'odeur, le compte à rebours est stoppé. Finalement, cette odeur ne semble pas être un gros problème et le compte à rebours reprend à 14h45. D'autres problèmes apparaissent le long de l'après-midi, surtout les problèmes de communication. Pour communiquer avec les contrôleurs, l'équipage doit activer les micros avec un bouton, mais le bouton ne se remet pas en position off. Les micros restent ouverts en permanence et en plus, les astronautes ont du mal à communiquer. Gus Grissom ne cache pas son exaspération. Les essais continuent malgré tout et à 18h30 et 55 secondes, une alarme relative à la tension du bus électrique 2 se déclenche. Presque immédiatement, un incendie se déclenche sous le siège de Gus Grissom sur la partie gauche du cockpit. En quelques secondes, les astronautes remarquent l'incendie et informent les contrôleurs au sol. À la place centrale du cockpit, Ed White tente d'ouvrir la trappe pour pouvoir sortir du module de commande. Un des contrôleurs, à ce moment-là, observe les images de la caméra placée dans la salle blanche à l'extérieur du module de commande. Il raconte. J'ai immédiatement regardé la caméra 24 qui est située dans la salle blanche. Dès que mes yeux se sont posés sur l'écran, j'ai vu une lueur brillante venant de l'intérieur du module, mais pas de flammes. Une fraction de seconde plus tard, c'est là que j'ai vu des flammes sortir du module. Ça n'avait pas l'air d'une explosion, mais plus comme un feu calme. Durant les 2 minutes suivantes, c'est devenu de plus en plus violent. J'ai vu les bras d'Ed White tendus au-dessus de sa tête essayant d'atteindre l'ouverture de l'écoutille. Parfois, on pouvait voir le haut de sa tête. 15 secondes environ après le premier cri à propos du feu, je voyais encore du mouvement dans le cockpit, qui avait l'air de venir de la gauche. Je voyais aussi les jambes d'Ed White bouger de temps en temps. Il y a eu du mouvement comme ça durant 2 minutes environ, avant que les flammes ne recouvrent le hublot et bloquent la vue. Pendant ce temps-là, près de la capsule, on tente de secourir les astronautes. Le problème, c'est que l'écoutille s'est partiellement ouverte et laisse échapper des flammes et de la fumée. Les pompiers sont en route, mais en attendant, seulement quelques hommes sont à proximité immédiate de la capsule. L'inquiétude se porte sur la vie des astronautes, mais aussi sur la réaction en chaîne que l'incendie pourrait entraîner si l'incendie atteignait les réservoirs de carburant de la fusée. Armés d'extincteurs CO2, les quelques hommes présents courent le long du bras ombilical qui relie la capsule à la structure de lancement. La fumée est épaisse et leur équipement est minime. Ils ne peuvent pas rester plus d'1 minute ou 2 près de la capsule à cause de la fumée. L'un d'entre eux commence à vaciller, mais ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour combattre le feu et ouvrir l'écoutille pour évacuer les astronautes. Ils finissent par s'équiper de masques, mais ils sont peu efficaces et difficiles à installer. James Gleaves raconte. Finalement, Babbitt et moi sommes retournés dans la salle blanche une fois le feu éteint, et j'ai rampé. J'ai trouvé l'outil pour retirer l'écoutille extérieure, mais sans masque, je ne pouvais pas continuer. Je suis ressorti et j'ai donné l'outil à mes collègues. Ils ont retiré l'écoutille extérieure, et équipés de masques, ils ont aussi pu continuer et retirer l'écoutille intérieure, qui était si chaude et obstruée qu'elle n'était ouverte qu'à 75%. Son collègue Babbitt a lui aussi témoigné. Au moment où on a essayé d'ouvrir l'écoutille intérieure, on pouvait distinguer 1 ou 2 des astronautes, mais on ne pouvait pas les identifier. Mon observation, lors de l'ouverture de cette écoutille, était que les astronautes étaient morts, et que les dégâts dans la capsule étaient considérables. Une fois les pompiers arrivés, j'ai donné des instructions sur les points chauds à surveiller, et je me suis fait ausculter par un médecin. Je souffrais d'une forte inhalation de fumée, des brûlures légères et d'irritation des yeux. Dans le cockpit, on ne voyait rien, tellement il était noirci et rempli de fumée. Je suis allé chercher une lampe torche, je suis revenu au cockpit, et j'ai essayé d'inspecter l'intérieur, mais la chaleur était trop élevée, et la fumée trop épaisse. On a continué ces allers-retours entre l'air frais et le cockpit, comme ça plusieurs fois, et ça a dû prendre quelque chose comme 10 à 15 minutes, avant qu'on voit enfin des pompiers nous rejoindre. Les pompiers arrivent avec du retard car ils ont dû prendre l'ascenseur lent, vu que l'ascenseur rapide était hors service. En arrivant, ils ne peuvent plus faire grand-chose. Je dirais qu'on est resté qu'une trentaine de secondes près de la capsule avant de devoir mettre nos masques, la fumée étant encore trop épaisse. Malgré leurs masques, ils ne peuvent pas rester très longtemps avant de devoir s'éloigner et reprendre de l'air frais. Puis ils y retournent. Certains pompiers sont tellement près de l'asphyxie qu'ils doivent être remplacés. Et quand les médecins arrivent, ils ne peuvent que constater le décès des 3 hommes. Au vu de la violence de l'incendie, le taux de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone, on estime que les astronautes n'ont pas pu survivre plus d'1 minute au-delà de la perte de conscience. Avant de tenter de sortir les 3 corps, il faut attendre de pleinement sécuriser la zone et surtout évacuer toutes les fumées et les vapeurs toxiques qui hantent encore la capsule et alentour. Les corps commencent à être évacués de la capsule à minuit 30.
Après l'autopsie, dont je vous épargne les détails, on conclut que les astronautes ont perdu conscience 15 à 30 secondes après que leurs combinaisons ont lâché face à l'incendie, et que cette perte de conscience faisait suite à un arrêt cardiaque déclenché par une hypoxie. On estime que les astronautes étaient totalement perdus et impossibles à réanimer dans les 4 minutes suivant la perte de conscience. Les secours, arrivés 15 minutes plus tard, n'auraient donc rien pu faire. Alors que l'enquête démarre, on peut déjà tirer des leçons sur les erreurs commises lors des opérations de secours. Évidemment, les deux problèmes majeurs concernaient le manque d'équipement adéquat pour lutter contre la fumée toxique et la chaleur, mais aussi le problème de l'ascenseur rapide inopérant. Pour le reste, il va falloir trouver les raisons du drame. Non seulement le peuple américain demande des réponses, mais il s'agit également de tirer les bonnes leçons pour apprendre de cette tragédie et mieux sécuriser le programme Apollo. Dans les semaines qui suivent, la capsule, rapatriée dans un hangar, est démontée pièce par pièce pour examiner le moindre composant et déterminer les causes exactes de la tragédie. Et pendant ce temps, les autres astronautes, endeuillés par la perte de leurs amis, sont aussi inquiets pour le futur du programme Apollo. Alors qu'ils enterrent leurs camarades, ils se demandent également s'ils n'enterrent pas également le rêve du président Kennedy. On pourrait croire que les astronautes n'avaient pas confiance envers la NASA et que cet incident aurait pu les dissuader de continuer, mais c'est mal connaître les astronautes. Ils ne voulaient tout simplement pas qu'on abandonne le programme parce que sinon ces 3 hommes seraient morts pour rien. Il fallait continuer. Après examen des composants et de la télémétrie, les enquêteurs découvrent que le feu s'est déclenché sous le siège de Gus Grissom, vers le plancher. Ils notent également que la violence de l'incendie a fait augmenter la température mais aussi la pression à l'intérieur de la capsule, ce qui a déclenché sa rupture structurelle. On découvre aussi qu'à cause de cette surpression, les astronautes n'auraient de toute façon pas pu ouvrir l'écoutille et sortir, la pression étant devenue trop forte pour espérer faire bouger l'écoutille. La rupture du vaisseau aurait pu les aider, mais les astronautes étaient déjà trop atteints et déjà inconscients. On estime que l'astronaute étant resté conscient le plus longtemps a tenu une 40aine de secondes seulement. Et il a tout tenté avant de lui aussi perdre connaissance. Les résultats de l'enquête pointent du doigt d'énormes problèmes d'organisation, de procédure, mais aussi des erreurs de design de l'écoutille tout autant que de l'équipement à l'intérieur comme à l'extérieur de la capsule. Les enquêteurs ont constaté que le module de commande souffrait de nombreux problèmes d'isolation, de câblage, de joints mal faits, de fuites, tout cela mêlé à une atmosphère d'oxygène pur, ce qui rend l'incendie plus rapide et plus intense que dans une atmosphère terrestre. Alors que le gouvernement américain accorde à la NASA le droit de continuer le programme, il faut revoir beaucoup de choses pour enfin assurer la sécurité des astronautes et qu'un accident pareil ne se reproduise plus. Parmi ces changements, on renforce l'isolation des câbles électriques et surtout on revoit totalement le design des écoutilles de façon à ce que les astronautes puissent l'ouvrir en moins de 7 secondes et les équipes au sol puissent le faire en moins de 10 secondes. Pour ce qui est de l'atmosphère d'oxygène pur, on passe à une atmosphère d'azote et d'oxygène comme sur Terre dans la capsule, avec les combinaisons remplies d'oxygène pur. Une fois dans l'espace, l'atmosphère de la cabine change progressivement en atmosphère d'oxygène pur, avec une pression qui satisfait aux conditions de vie des astronautes, tout en favorisant le moins possible le risque d'incendie. Des dizaines d'autres changements sont appliqués au pas de tir, à la salle blanche et d'autres éléments entourant le lanceur. Un peu avant de mourir, Gus Grissom avait écrit, au sujet du programme Apollo, « Si nous mourons, nous voulons que les gens l'acceptent. Nous sommes dans un secteur dangereux, et on espère que si quoi que ce soit nous arrive, ça ne retardera pas le programme. La conquête de l'espace vaut plus que le prix d'une vie. Notre soif de curiosité nous forcera à y aller nous-mêmes, car en fin de compte, seuls des hommes peuvent décrire vraiment la Lune dans des termes compréhensibles par d'autres hommes. » Quelques années après la fin du programme Apollo, Dick Slayton, recruté en même temps que Gus Grissom et devenu patron des astronautes, dira « Je suis persuadé que nous aurions fini par nous casser la figure à plusieurs reprises avant d'arriver sur la Lune. Peut-être même n'y serions-nous jamais arrivés s'il n'y avait pas eu Apollo 1. Nous sommes tombés sur un nid de vipères qui nous aurait donné bien du fil à retordre par la suite. Les problèmes auraient été traités petit à petit, sur plusieurs vols et en zigouillant plusieurs personnes au passage. L'incendie nous a obligés à arrêter tout le programme et à faire le grand nettoyage. » Sur le pas de tir 34 où a eu lieu l'accident, aujourd'hui désaffecté, se trouve une plaque honorant la mémoire de l'équipage d'Apollo 1. L'écoutille, faite de 3 parties différentes, est aujourd'hui exposée aux visiteurs du Kennedy Space Center. Et les noms des 3 astronautes sont également sur la Lune, ainsi que le patch de leur mission.
Aujourd'hui, on honore la mémoire de Gus Grissom, Roger Chaffee et Ed White chaque année lors du Remembrance Day. Ce jour est dédié à toutes les victimes de l'exploration spatiale, y compris les astronautes des navettes Challenger et Columbia. Lors du Remembrance Day de 2018, qui marquait les 51 ans de l'accident d'Apollo 1, était présent avec moi le frère de Gus Grissom, Lowell Grissom. Depuis la mort de son frère, il entretient la mémoire de Gus et de tous les autres astronautes qui ont donné leur vie à l'entraînement ou lors de vols spatiaux. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré le côté dramatique. Pour moi, c'était inconcevable de parler du programme Apollo sans parler d'Apollo 1. Merci aux créateurs qui ont participé à cet épisode en faisant quelques voix. N'hésitez pas à aller voir la description, il y a tous les liens vers leur travail. Merci également à Aude de What the Fake, elle anime une super chaîne sur le debunk de fake news. Allez voir sa chaîne, ça vaut vraiment le coup qu'on s'y abonne. En tout cas, moi j'y suis abonné, je suis vraiment à fond parce que c'est vraiment très quali ce qu'elle fait. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne pour m'aider à en vivre, parce que si vous avez vu la dernière vidéo, bref, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou même à faire un don sur Utip. Oui, je suis sur Utip, pas sur Tipeee. Utip, je préfère en fait. Voilà, c'est plus éthique pour le créateur et il y a plus d'options pour vous. Vous pouvez même me donner de l'argent sans donner de l'argent en fait. Bah, allez voir, c'est super bien. Sinon, j'ai une boutique en ligne, si ça vous intéresse, où vous pouvez acheter ce genre de t-shirt. Alors, je sais que vous voyez pas très bien, mais là, je me recule à fond et voilà. Je peux rien vous montrer de plus, malheureusement. Mais allez voir la boutique, il y a plein de t-shirts comme celui-là. Et je suis sûr qu'il y en aura bien un qui vous plaira. Et puis voilà, merci à vous, vous m'aidez à réaliser un rêve, celui de vivre de ma passion. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est merci et à très bientôt. Et puis voilà, j'ai pas de phrase de fin, c'est le malaise. C'est le malaise parce que j'arrive pas à trouver une phrase de fin qui aille bien et que j'arrive à garder plus d'un épisode. Si vous avez des idées, mettez-les en description, je ferai comme si je vous les avais pas piquées. Un peu comme Gad Elmaleh, vous voyez, ou ce genre de